Ahlan, Ahlan, salam alaikum. Dites, j'ai des problèmes avec cette nouvelle version. Je continue, je continue ma série historique et aujourd'hui je vais parler du XVIIe siècle. Donc le XVIe siècle se termine avec la fameuse bataille de Tunis de 1574, événement très important que tout le monde devrait connaître parce que c'est la fin de la dynastie Hafside et le début de la dynastie ottomane. Et donc, vous vous souvenez que c'était les enjeux méditerranéens entre les Espagnols et les Ottomans. Euh, il est faux de dire que Tunis était vassal de l'Espagne. C'est une fausse propagande qui est entretenue par les vainqueurs, bien sûr, puisqu'ils veulent gagner l'adhésion de Tunis. Et donc, on fait valoir l'enjeu musulman. Et en fait, les Hafsides étaient musulmans. C'est eux qui gouvernaient. Et les Espagnols avaient proposé leur aide. Et le Hafside a dit non, 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 on n'a pas besoin, puisque les conditions de l'aide, c'était que les Espagnols récupèrent une part du territoire de l'actuelle Tunisie, de l'Ifriqiya. Il faut savoir aussi que Tunis n'était pas pour les Ottomans. Alger est tombé sous les Ottomans, sous les pro-Ottomans, en 1516. Tripoli est tombé sous l'autorité des Ottomans avec Darhoud Bacha. Et nous subissions des pressions d'Alger, de Constantine, de Tripoli, et les Hafsides avaient beaucoup de difficultés à tenir leur royaume. Et je vous disais que les Espagnols proposaient leur aide militaire, parce qu'ils ne voulaient pas non plus de cette expansion ottomane en Méditerranée, en Afrique du Nord, et donc ils voulaient aussi mettre un arrêt. Et donc ils étaient disposés à collaborer avec le pouvoir hafside, comme il avait fait avec Charles Quint en 1535, etc. Donc les Tunisois, dirait-on, les Ifriqiens ont refusé, et après la défaite, après plusieurs attaques des Tripolitains en 1555, de Elouche Pacha, la victoire de Elouche Pacha sur Béja, sur Tunis. Elouche Pacha, qui est le pacha d'Alger, qui est rentré à Tunis, qui a pillé les ressources. Et donc, Tunis s'est retrouvé en grande fragilité face aux Ottomans, face aux pro-Ottomans, et ce n'est qu'en dernier instant qu'elle a fait appel aux Espagnols, avec une expédition de Juan d'Autriche, qui débarque à Tunis en 1573, et son but était de renforcer les bases. Alors, je sais qu'il y a des documents qui parlent de conquête de Don Juan de Tunis, mais ce n'est pas une conquête. Quand vous voyez les textes, vous voyez bien qu'il négocie avec le souverain Hassan, qu'il le rencontre, qu'il rencontre la population, qu'on décrit le pays. Il n'y a pas eu de bataille, il y a eu préparation du château de la Goulette par les tons. Et donc, il y a une préparation contre les Ottomans. Les Ottomans attaquent Tunis en 1574 et prennent la ville qui tombe en septembre, après 2 ou 3 mois de siège. Et donc, il y a eu des combats très durs et la ville est détruite et elle est occupée par les Ottomans. Et les Ottomans mettent comme gouverneurs les pro-Ottomans, c'est-à-dire les Tripolitains. Et les Tripolitains sont de très mauvais gestionnaires, puisqu'ils exploitent le pays à leur compte, ils pillent le pays à leur compte, ils ne payent pas l'armée, ils ne payent pas les janissaires, donc l'armée est indisciplinée, désorganisée, l'armée va se servir chez la population, et pendant ce temps-là, le souverain Hafside, le dernier souverain Hafside, s'est réfugié en Sicile, et les deux fils, enfin, les héritiers du sultan Hafside vont essayer de récupérer l'Afrique du Nord. Et un de ses fils ou un de ses oncles, je ne sais plus, a débarqué à Kairouan et il va essayer de rassembler les tribus contre les Ottomans, contre les Turcs, mais ils vont pas réussir. Ils vont essayer de faire appel au Saint-Empire, mais le Saint-Empire ne veut plus mener la politique de Charles Quint, ne veut plus soutenir, ne veut plus se battre, surtout que la Grande Armada, l'armada invincible, a connu plusieurs échecs, notamment contre les Anglais. Et donc, à partir de 1581, les Espagnols ne veulent plus se battre contre les Ottomans, donc ils laissent faire, et les Tunisois, dirait-on, eux, ne trouvent plus de soutien extérieur pour les Hafsides, disons, ne trouvent plus le soutien nécessaire pour récupérer leur ville. Donc,
Situation de désordre dans cette Tunisie du fin du XVIe siècle, avec perturbation, indiscipline de l'armée, etc. Et jusqu'à une mutinerie, une grosse mutinerie qui va se passer en 1591, qui va mener au pouvoir un certain Ibrahim Rudezli. Lui, il va tenir le pouvoir quelque temps, et ensuite, il aura pour successeur Othman en 1598 ou 99, qui lui deviendra le Dey de Tunis. Et c'est Gara Othman, Dey de Tunis, et donc il officialise un titre, il va stabiliser le pays. C'est un personnage qui était venu avec les Turcs en 1574 pour la fameuse bataille, et qui est resté à Tunis. Et puis il a fait des affaires ou du commerce ou je ne sais pas trop quoi. Et puis c'était devenu une personne fiable, un intermédiaire, et donc c'est celui qui convenait. Et donc il a pacifié le pays. Il va essayer de réorganiser la Tunisie et la nouvelle dynastie des Dey. Alors, Othman Dey, bon, si vous voulez plus de détails, toutes mes informations, je les tire du bouquin que j'ai publié cette année en 2020. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, quand Othman Dey quand il décède, il donne la succession pas à un de ses fils, mais il donne la succession à Youssef Gara Othman al-Turki, Mustafa Othman al-Turki, qui vient de Tripoli, qui lui aussi est un Turc d'Anatolie, natif de Libye, de Tripoli, qui appartient à une tradition militaire, dont le père a occupé plusieurs fonctions militaires, et lui a occupé plusieurs charges, et en 1609, il succède à Othman Dey. Donc Othman Dey ne prend pas son fils, mais il prend son beau-fils, d'accord? Donc, mais bon, normalement, l'héritier, c'est le fils. Mais là, on voit que Othman Dey ne prend pas son fils, il prend plutôt son beau-fils, pour lequel il avait grande considération. Et il s'avère que ce beau-fils va quand même être, je pense, un bon souverain pour l'époque. Alors, entre parenthèses, Othman Dey était le grand-père de Aziza Othman, un truc comme ça, une femme qui est très connue en Tunisie, une femme qui a œuvré dans la charité, dans les hôpitaux, les investissements. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Et qui, en fait, c'est la petite fille de Othman. Donc, Youssef Dey reprend le pouvoir et il va stabiliser le pays. Alors, Othman Dey Youssef Dey est à la fois l'homme de poigne et l'homme de velours. Donc, vous voyez, c'est l'homme fort et l'homme dans ses racines et l'homme dans la stabilité. Et je vous avais parlé de Djerba, qui terminait le XVIe siècle en grosse difficulté parce qu'elle était soumise à des impôts. On ne pouvait plus payer d'impôts, il n'y avait plus de production, il n'y avait plus d'hommes. Et donc, le Ibrahim Pacha de Tripoli avait demandé de violer toutes les femmes pour favoriser les naissances. Et donc, il y a eu des abus abominables. Et ça s'est passé fin du siècle, début du XVIIe siècle, donc en 1603, où je vous avais parlé une année berbère qui réfère à l'année de l'enfant. Aïd el-Wild, je ne sais pas si on dit Aïd el-Wild, mais je pense que ça doit référer à l'année de l'enfant, et c'est-à-dire tout le sinistre de cette année, c'est-à-dire qu'on s'est permis le viol pour favoriser la croissance démographique. Alors, Youssef Dey va venir et il va venger les Djerbiens, il va sévir contre les nomades et contre les Tripolitains, tous les abuseurs, et il va les massacrer, et il va faire une pyramide de crânes aussi. Donc vous voyez bien que cette tradition des pyramides, à chaque fois qu'il y a une grosse bataille, on ramasse les ossements, les crânes, et on fait une pyramide pour rappeler la vengeance, ou pour rappeler l'événement, ou pour marquer l'événement. Et donc en 1614, il y a une pyramide des crânes qui est établie contre les rebelles de ceux qui s'en sont pris aux Djerbiens.
Donc la dynastie des Dey, bon, des Dey Mouradites vient ensuite après Youssef Dey. Ah oui, Youssef Dey, donc je vous disais, c'est un grand souverain. Il avait une sensibilité pour le Sud et aussi pour Djerba, puisqu'il était chargé de sécurité en 1905 dans toute cette région du golfe de Sirte, de la Tripolitaine et du Sud et de Djerba. Et donc, il va contribuer à l'intégration de Djerba dans la Tunisie. Donc, vous voyez, Djerba n'a pas été intégré aussi facilement. Et là, nous avons le Cheikh Ibn Jloud qui demande l'aide du sultan, l'aide du Dey plutôt, pour l'aider. Et on vient l'aider. Et en échange, on va intégrer Djerba dans la Tunisie des Dey. Et comment est-ce qu'on va l'intégrer? D'abord par la force, en vengeant tous ces oppresseurs, et par l'économie. C'est-à-dire que Youssef Dey est connu pour avoir organisé le marché de Tunis. Donc il y avait Souk Trouk, ou Souk le Beshmak, ou Souk le cuir, ou Souk Lafa. Souk Lafa, qui est donc le marché des produits textiles, des produits de laine. Et donc, ce marché est tenu par les Djerbiens. Et donc, les Djerbiens ont une opportunité de commerce pour leurs produits. Ils arrivent à exporter, ils arrivent donc à produire en toute sécurité. Et donc, on a de cette époque les Djerbiens qui constituent une diaspora dans la ville de Tunis sous l'autorité de Youssef Dey, qui accueille les Morisques d'Espagne, qui accueille les premiers Européens qui venaient aussi en Tunisie. Il y avait une présence. Et les Djerbiens qui montent à Tunis. Et donc, sous cette période de Youssef Dey, la Tunis est assez cosmopolite, ouverte sur le commerce, avec une certaine stabilité. Et la succession de Youssef Dey se fait par un certain Murato Corso. Murato Corso, dont on dit qu'il est le fondateur de la dynastie mouradite. Donc Murato, c'est Mourad, Corso, c'est Corse. Donc c'est Mourad le Corse. Et en fait, alors quand j'ai lu les sources en langue française que j'ai pu lire, on dit que ce monsieur s'appelle Jacques Sainty. Il est corse, il a été élevé, et donc il a été élevé par la cour, et il était le responsable de milice sans doute, un truc comme ça. Donc un homme de confiance, et c'est à lui qu'on donne la destinée. Il devient Dey, donc c'est un sacré récit. Et j'ai vu dans des sources d'auteurs tunisiens, bon, il faut vérifier tout ça, eux disent non, il a une origine corse, mais il n'est pas corse. Donc il a une ancienne origine corse. Donc on va voir où est la vérité. Bon, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important? Peu importe. Murato Corso prend la gouvernance et il fonde la dynastie des Dey Mouradites en 1637. Et il aura pour fils Hamouda et Bacha, puis ensuite il aura d'autres petits-fils, Mourad II, Mourad III. Et dans la succession de Mourad II, il va y avoir des difficultés de palais. C'est-à-dire que Mourad II va partager son royaume entre ses fils. Donc, retenez la leçon d'histoire que je vais vous dire là. Il a un pays et il le cède pas en entier, il le divise. Déjà que l'Afrique du Nord, elle est très divisée, puisqu'il y a beaucoup d'opposition, toutes les villes sont assez autonomes. Et là, nous avons le souverain qui donne une partie de son royaume à Ali et une partie de son royaume à Mohammed. Donc, il donne Tunis et Kérouan à Mohammed et il donne Constantine à Ali. Et évidemment, Ali, il n'est pas content. Il a pris plus que lui. Donc, il finit par se disputer par son frère et ils se font la guerre. Et quand ils se font la guerre du côté de Kérouan, c'est Ali qui gagne. Et donc, dès qu'il gagne, il se rend à Tunis et il essaye de prendre le pouvoir sur la capitale, mais bon, il est lâché par les Constantinois. C'est une affaire assez compliquée, il faut beaucoup lire pour amener l'essentiel de l'histoire. Finalement, Ali, il est tué, et donc ce sont tous des événements
que l'on parle de révolution de palais de Tunis. La révolution de palais de Tunis, où nous avons trois frères qui se disputent, en plus avec l'oncle, et qui font des guerres fratricides, qui se tuent entre eux. Et dans cela, il y a les pressions des Constantinois, la pression des Algérois, donc les gens d'Alger, et plusieurs fois ils se sont retrouvés aux portes, et Tunis a dû faire face donc à des guerres. Et bon, c'est une période assez compliquée d'un point de vue dynastie, d'un point de vue pouvoir. Hassilo, nous avons Mohammed qui meurt en 1598, je crois, en 1698, hein, et succède son dernier frère qui s'appelle Ramdan. Et le dernier frère prend le pouvoir, et lui, il semble qu'il n'était pas très politisé, et il se fait renverser par qui? Par son neveu, le fils de Ali. Le fils de Ali qui avait beaucoup de rancune à l'égard de ses frères, de ses oncles, et donc il tue Ramdan, il prend le pouvoir, et comme il est très jeune, il est déterminé, il veut faire la guerre aux Algériens, et donc il s'apprête à conquérir le territoire, et donc il veut des renforts de la milice janissaire, etc. Et à ce moment-là, il y a un ordre de Constantinople, il faut mettre fin à cette dynastie par tous les moyens. Hein, l'ordre, il est sec. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? La dynastie des Mouradites va se terminer par une tuerie totale. C'est-à-dire que Mourad III va être tué avec tout l'ensemble de la dynastie. Et même l'enfant de 4 ans, il a été tué. C'est-à-dire qu'il fallait plus laisser de traces. Et donc c'est Ibrahim Sherif, l'adjoint de Mourad III, avec ses janissaires, et donc alors qu'ils étaient en poste quelque part du côté de la frontière algérienne, ils attendaient des renforts pour s'engager contre Alger, et c'est à ce moment-là que l'adjoint le tue, Ibrahim Sherif le tue avec un coup de pistolet, et il prend le pouvoir provisoirement, mais il est emprisonné par les Algériens, il est emporté, et donc à ce moment-là, on a un autre personnage qui va prendre le pouvoir, c'est Hussein, et on va changer la dynastie, donc c'est la fin de la dynastie des Mouradites, qui se termine, je vous disais, à la manière des Romanov, où ils ont tous été tués, assassinés, hein, et même l'enfant de 4 ans, on ne lui a pas laissé d'espoir, et nous avons une nouvelle dynastie qui va s'ouvrir, c'est la dynastie des Hussein Ier, c'est la dynastie des Bey Husseinites, mais ça, c'est le XVIIIe siècle. Alors, pour terminer le XVIIe siècle par rapport à Djerba, donc je vous disais, on a eu une période très difficile, fin XVIe siècle, début XVIIe siècle. Et puis ça se calme. Sous Hussein, les Djerbiens se portent mieux, il y a une diaspora qui s'organise, il y a une population qui migre, et nous avons Mourad II qui oriente le rite musulman et qui finance une école qui, dit-on, est l'une des 9 grandes écoles musulmanes de l'époque, avec Zitouna ou l'Azhar, et donc nous avons l'équivalent à Djerba. Et donc nous avons Mourad II qui soutient beaucoup la religion musulmane, mais il apporte un rite hanéfite. Donc vous voyez, donc c'est un rite hanéfite en milieu ibadite. Et Tunis est malékite. Donc vous voyez, il y a des nuances religieuses. Et donc nous avons cette tendance hanéfite qui se présente. Et il y a le soutien à un certain Ibrahim Jomni, je crois, la famille Jomni, qui s'installe aussi là-bas et qui développe un rite malékite. Et Jomni se dit shérif. Donc shérif, c'est-à-dire famille de noblesse, d'origine arabe. Bon, il y a toujours le mythe du sang originel de l'Arabie, etc., de l'islam authentique, etc. Et donc lui s'installe à Djerba et il prend Jamal Ghoraba Amtessour, il s'installe, il impose quelque part cette religion, mais bien sûr il est très désapprouvé par les Ibadites parce qu'il prend des biens communs. Et chez les Ibadites, les biens communs ne peuvent pas être privés. Donc, il
ils sont partagés. Bon, il y a des rivalités comme ça d'ordre mystique, religieuse, coutumière, et donc ils excluent Ibrahim. Mais si pour vous donner plus de précision par rapport à Jomni, parce que je ne connais pas très bien, il faudrait peut-être que je prenne mon papier. Alors, en 1673, la famille maraboutique des Jomni s'installe à Djerba. Un certain Ibrahim Jomni clamait le message originel de l'islam. Alors il affirmait son origine ethnique d'Arabie, de famille chérifienne, de tradition mérinide, appuyait la présence ottomane, contrairement aux Ibadites qui, eux, se souciaient d'isolement, d'indépendance et d'autonomie. Donc vous voyez, là, nous avons une autre relation avec l'Ottoman. Ibrahim Jomni accaparait l'autorité de la mosquée des Rouraba à Hamtesouk, promulguait le rite sunnite, exprimait une visibilité influente, affirmait les droits de succession et un pouvoir de gestion exclusif sur les biens collectifs. Ces pratiques contrevenaient aux traditions ibadites de Djerba. Jamais la culture ibadite ne permettait d'accaparer un bien d'intérêt public. Les pouvoirs politiques devaient s'imbriquer à un processus collectif. Le privilège concernait l'appartenance et l'intérêt communautaire. Ibrahim Jomni imprégnait un nouveau clivage entre malékites djerbiens et Minouaya. Minouaya, alors ici c'est Hamarna de Hamrouni. Bon, avec le soutien des Jomni, des Batir, des Ben Amr, des Kharoubi, contre les Ibadites, qui sont les Abimswar, les Saïd, Sadwikshi, Masabi, Barouni, Shammari. Bon, ce sont des précisions qui sont intéressantes pour que s'il y a des gens qui veulent encore improuver, disons, accentuer la recherche. Voilà. Bon, je vais peut-être pas tout lire. Hein. La propagation d'une science malékite en milieu ibadite provoqua des réserves sur la coutume, le pouvoir local voyait une menace intérieure appuyée de l'extérieur. Le Dey Mourad II apporta son soutien aux Jomni avec la construction d'une madrasa. Il y a quelque chose que j'avais envie de dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'important par rapport au Jomni? Oui, il a été exclu. Lui a été exclu de l'île et le Dey de Tunis l'a ramené. Donc, il a donné plus de force. Ah oui, voilà ce que je veux dire. Quand il est mort, ce Jomni en question, on lui a fait un mausolée en verre. Ouf! Sacrilège pour les Djerbiens. Selon eux, hein, selon les textes. On ne met pas un mausolée vert à un marabout. Il doit être blanc. Et donc, c'était une grosse offense. Et donc, bon, ça contribuait à cette rixe qu'il y avait entre les Ibadites, authentiques djerbiens, et les Jomni qui sont malékites, plus les Hanafites. Donc, nous avons trois tendances islamiques dans Djerba. Donc, les Ibadites sont beaucoup plus tournés sur la communauté. Les Hanafites, je ne sais plus le rite, qu'est-ce qu'il dit exactement, et les Malékites, eux, veulent revenir à la Sunna, c'est-à-dire au texte coranique exact, etc. Voilà. Donc, Jomni meurt au début du XVIIIe siècle, et voilà. C'est quand même, ça reste une famille prestigieuse aujourd'hui à Djerba. Bon, mais c'est intéressant de voir leurs origines, leur histoire, et voilà. Alors, il y a sûrement des trucs à dire. Dans cette époque des Dey, donc elle a commencé avec Othman Dey, Youssef Dey, Corso, Corso, comment il s'appelle là? Mourad Corso, qui deviendra Mourad Ier, puis Hamoud Abacha, puis Mourad II, puis les successions de Mohammed, les rivalités, les guerres fratricides, et puis, bon, Othman Aziz, voilà, c'est la personne dont je parlais, qui a fait des œuvres de charité dans les années 1740. Donc, on peut voir que d'un point de vue culturel, architectural, construction de l'État, donc il y a eu des choses qui ont été faites du point de vue commerce international, migration, architecture, fontaines publiques. Bon, je ne donne pas tous les détails parce que je ne les ai pas en mémoire comme ça,
sauf si je devais lire. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je parlerai des Husseinites, donc de l'époque Husseynite et de Djerba. Et puis bon, on arrivera bientôt à la fin. Voilà, donc on est dans le confinement. Le confinement devrait m'aider à finir cette série pour bientôt. Ça va? C'est vrai que j'ai aussi envie de faire autre chose. Voilà, allez. Bon, j'ai des commentaires par rapport aux commentaires, mais je vais faire des économies de bande. Ciao, 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 ciao.